En fait, tout le monde me dit autour de moi: «Non mais n'y va pas, ne parle pas de ça. Laisse tomber, il y a que des coups à prendre. Le gars dirige le CSA, il a droit de vie ou de mort sur l'antenne même de Canal+». Donc il y a une pression, mais considérable, et je décide, de façon un peu téméraire, parce que je ne suis pas tout à fait conscient des enjeux, ni des réseaux qu'il y a derrière. Parce que j'ignore aussi, à cette époque-là, j'ignore l'importance de la franc-maçonnerie. Or, lui était, effectivement maçon de haut grade, et il avait un sacré réseau. Et donc, j'imaginais pas que ça allait me retomber à ce point sur la gueule. Bref, arrive le moment où tu te dis j'y vais ou j'y vais pas. Et je décide de y aller, tout en sachant que derrière, je vais manger le tapis. Et j'ai mangé le tapis. Journaliste, animateur télé, réalisateur, écrivain, Karl Zéro a pris la plume très tôt. Oser la provoque et la remise en question des vérités établies. Il débute dans un fanzine, passe notamment par Charlie Hebdo, l'Écho des Savanes, pour s'installer dans le magazine actuel. Le trublion du petit écran s'arrête un temps chez Europe 1, TF1 et d'autres rédactions, et c'est en 1988 qu'il est invité à rejoindre Nulle part ailleurs avec Antoine Decaune sur Canal+. Canal+, qui à l'époque se permettait encore une certaine liberté de ton et d'humour, et qui, depuis Bolloré, ne permet plus rien. Il fera ensuite le vrai journal de 1996 à 2006 pour dire tout haut ce que les autres journaux ne disent pas ou occultent. J'ai le plaisir d'accueillir Karl Zéro. Bonjour Karl. Bonjour Alexandre, c'est un Alors, plaisir d'être sur Kairos. c'est un plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on essayait. On a des agendas assez chargés, hein, toi particulièrement. Comme je le disais dans l'intro, tu as arpenté les couloirs de la télé, des journaux. Tu as vécu dans le showbiz. Est-ce que ces années t'ont mis la puce à l'oreille? J'ai interviewé récemment Zoé Sagan qui parlait d'une véritable culture du viol dans le showbiz aussi, hein. On a vu avec Epstein, on verra aussi, puisque c'est dans le dernier magazine, l'affaire Puff d'Eddie. On sait qu'à partir du début des années 2000, tu commences à faire des enquêtes là-dessus. Qu'est-ce qui fait que tu commences à t'intéresser à ça pour en venir à la Alors, pédocriminalité? euh, donc il y a deux questions. En fait, la première, c'est est-ce qu'il y avait une culture du viol? Zoé Sagan exagère, mais il y avait une culture du droit de cuissage. Il était évident que ce soit dans le showbiz, dans la musique, dans le cinéma, effectivement, il y avait, et à la télé bien sûr, il y avait ce côté où les producteurs ou les animateurs avaient tendance à faire passer à la casserole les gens qui se présentaient. Alors s'ils étaient gays, ben, c'était des garçons, sinon c'était des filles. C'était Il faut établi, dire, quoi. oui, c'est-à-dire c'était un truc quasi normal, si tu veux, et qui a été hérité au fond des années, bon, de l'après 68, des années 70, où il était de bon ton d'avoir. Bon, il y a eu une révolution sexuelle qui n'était pas inutile d'ailleurs, puisque c'était un peu avant, un peu guindé, on va dire. Mais de là, bah, des mauvaises âmes s'en sont emparées et se sont mis à en faire une espèce, non pas de commerce, mais de truc normal. Mais parler de culture du viol, je trouve ça un petit peu. Ou alors, la culture du viol, c'est le patriarcat et c'est l'inceste depuis la nuit des temps. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Mais il y avait, si tu, on le voit par exemple au travers d'affaires assez récentes, euh, Coé, l'animateur Coé, bah, il faisait ni pire ni moins que la plupart des autres animateurs. C'était quand même quelque chose d'assez courant. Alors, deuxième question, pourquoi moi je m'intéresse à la pédocriminalité? Alors, je tiens à dire que moi, personnellement, j'ai jamais pratiqué ce genre de truc. De même que tu sais, il y a cette légende de la coke à Canal+. Et c'est vrai que dans les fêtes de Canal+, beaucoup prenaient de la coke. Mais enfin, dans les fêtes chez Coluche, quand elle est rue Gazan chez Coluche, bah, tout le monde prenait de la coke aussi. Perso, j'ai jamais pris de coke et perso, j'ai jamais fait passer quiconque à la casserole. C'était pas mon truc. Mais c'est sans doute parce que j'ai des valeurs, quoi. J'ai une morale. Donc, bon, en fait, donc je n'étais pas extrêmement au fait des affaires de pédocriminalité jusqu'à ce qu'une affaire arrive qui partait comme un fait divers, qui était l'affaire Allègre, donc l'affaire d'un serial killer sur la région de Toulouse. Et puis, petit à petit, il y a des rumeurs qui commencent à circuler comme quoi, en plus d'être un serial killer, ce Patrice Allègre fournirait non seulement de la coke, on y revient, puisque la drogue est souvent liée,
mais aussi des mineurs lors de soirées de notables dans cette région de Toulouse. Et là, apparaît à la télévision sur TF1 carrément le maire de Toulouse et président du CSA, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ARCOM, qui a droit de vie ou de mort sur la télé, mais aussi aujourd'hui sur Internet et sur tout ce qu'on veut, et qui est mis en cause, et qui dit qu'il est mis en cause pour des affaires de viol, de torture sur enfants. Et là, tout d'un coup, l'affaire prend une autre tournure. Et du coup, je m'y intéresse d'un peu plus près en me disant, tiens, c'est curieux, mais pourquoi? Moi, j'étais même pas au courant de cette rumeur. Et je découvre, il est avec Claire Chazal et il transpire beaucoup et il explique son truc. Et je me dis, tiens, c'est curieux, qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, je décide de m'intéresser à l'histoire. Et là, assez rapidement, en fait, je me rends compte que tout vient d'un gendarme qui s'appelle le gendarme Roussel et qui va pas le rester longtemps puisqu'il va être mis à pied au bout de 1 ou 2 mois, qui a réussi à faire parler 2 anciennes prostituées de cette affaire qui abonde dans le sens des révélations que tente de cacher Dominique Baudis. Et donc là, la vie va un peu changer pour moi parce que, en fait, tout le monde me dit autour de moi, non mais n'y va pas, ne parle pas de ça, laisse tomber, il n'y a que des coups à prendre. Le gars dirige le CSA, il a droit de vie ou de mort sur l'antenne même de Canal+. Il peut ne pas renouveler la concession. Donc il y a une pression mais considérable et je décide de façon un peu téméraire, parce que je ne suis pas tout à fait conscient des enjeux, ni des réseaux qu'il y a derrière, parce que j'ignore aussi, à cette époque-là, j'ignore l'importance de la franc-maçonnerie. Or, lui était effectivement maçon de haut grade et il avait un sacré réseau. Et donc, j'imaginais pas que ça allait me retomber à ce point sur la gueule. Bref, arrive le moment où tu te dis j'y vais ou j'y vais pas. Et je décide de y aller, tout en sachant que derrière, je vais manger le tapis. Et j'ai mangé le tapis. Et après, ils ont fini par me lourder de Canal+, donc il n'y a plus eu de vrai journal, il n'y a plus eu de Société du spectacle, qui était le nom de ma boîte, et je me suis retrouvé à devoir repartir un peu de zéro. Mais comme je m'appelle Carl Zéro, Pour toi donc, Karl, cette affaire Dominique Baudis, c'est cette affaire qui me met la puce à l'oreille. te met la puce à l'oreille, mais te mènera aussi au licenciement de Canal. Parce que Baudis, finalement, ne sera pas mis en tort dans cette affaire. Tu vas avoir énormément de procès, et comme tu le dis, énormément de pression. On n'a jamais pu prouver que c'était lui. Mais pour toi, bon, évidemment, tu dois faire attention à ce que tu dis aujourd'hui, mais pour toi, il y a des zones d'ombre qui n'ont pas été élevées par rapport à ça. Par rapport à... Oui, c'est-à-dire, si tu veux, je ne pense pas que, en termes de, si on parle de pédocriminalité, ce n'était pas du tout son goût, les enfants. Mhm. Mais je pense en revanche qu'il participait à des soirées et qu'il couvrait d'une certaine façon, de par sa puissance de feu, toutes sortes d'agissements répréhensibles par la loi, qu'il a été sorti d'affaire par ses camarades et qu'au fond, il ne s'en est pas remis parce il y avait quelque chose malheureusement de vrai dans cette histoire. Et alors là, je participe, il va y avoir bientôt sur Netflix une série documentaire sur l'affaire Allègre. Donc j'y participe en tant qu'interviewé et pour pouvoir exposer l'autre vérité de cette affaire-là en compagnie du gendarme Roussel et des anciennes prostituées et de tous ceux qui, de près ou de loin, ont compris que toute la lumière, toute la vérité n'avait pas été faite dans cette histoire. Mhm. C'est ce que tu as avancé aussi dans un magazine, L'envers de l'affaire, que fournirait, tu disais que fournirait justement, hein, qu'on connaît bien en Belgique et en France, euh, était aussi faisait partie d'un réseau et que c'était pas juste une personne isolée. Tu rejettes un peu l'idée de psychopathe isolé à l'américaine, tueur en série, que souvent, si ça dure comme ça et si ça fonctionne, c'est qu'ils ont des protections. On viendrait vraiment sur du trou qui faisait partie du numéro précédent, hein, si je ne me trompe pas, le numéro 12, où tu as eu une interview, je veux dire une interview, il a répondu à certaines de tes questions au sein même de la prison, hein, Oui, ici à c'est-à-dire Nivelles. j'ai envoyé à son avocat une vingtaine de questions, il lui a fait passer, ça c'est tout à fait légal. Et je voulais le rencontrer, mais ça on ne peut pas en Belgique, ni en France d'ailleurs. Mais par contre, répondre aux questions, oui, sauf qu'il a répondu plus de 100 pages
et je ne pouvais pas publier les 100 pages, d'autant qu'elles me sont apparues assez impubliables parce qu'il y a chez lui une part de franchise, il y a chez lui aussi une part de perversité, enfin il est fou quoi en même temps. Et donc la manière dont il parle des petites, on avait le sentiment qu'il avait établi presque un rapport de confiance, d'amitié, voire d'amour avec ses petites, ce qui est évidemment pour les parents des petites et pour, pour les proches, illisible, scandaleux et Mhm. atroce. Mhm. En revanche, moi, les questions que je lui posais n'étaient pas spécialement sur les rapports qu'il avait avec les petites, c'était de comprendre comment ce type qui volait des camions, qui maquillait des machines volées sur des chantiers, qui trafiquait n'importe quoi, des pneus, de la drogue, avec ses compères, qui étaient des petits mecs, vraiment des bras cassés, pour le compte de Nioul, on était arrivé à fournir des commanditaires. Et qui étaient ces commanditaires? Est-ce qu'il les avait rencontrés? Est-ce qu'il avait les noms? Et lui, en fait, il n'avait pas accès à eux, il ne les voyait pas. Lui, il enlevait les petites et il les gardait au chaud, si j'ose dire. Et puis, il attendait une date que lui donnait Nioul. Date où euh, les messieurs, parce qu'il n'y avait pas encore Internet comme maintenant, donc des messieurs voulaient se réunir dans un endroit curieux, genre un hangar, une ferme abandonnée, un truc, et là, les petites étaient violées et puis après tuées. En fait, la seule question qui m'intéressait véritablement concernant Marc Dutroux, c'était de comprendre s'il avait les noms des commanditaires de petites filles ou de jeunes filles dans certains cas, à quoi elles servaient et combien ils touchaient. Euh, et il m'a répondu, je crois tout à fait franchement, c'est-à-dire que lui n'avait pas accès à ses commanditaires parce que un mec du Gotha belge, il fréquente pas un mec qui vole des camions. Mhm. Entre les deux, il y a Nioul, un affairiste, un gros partouzard, un mec qui dans la vie devait être assez marrant, en plus certainement rondouillard, prompt à dire des bêtises et à faire marrer la galerie. J'imagine des mecs comme ça, j'en connais 250. Et toi aussi, et tout le monde. Sauf que lui, son boulot, c'était de faire plaisir à des gens haut placés qu'il admirait énormément. Donc, à commencer, de ce que j'ai compris, par le célèbre, à l'époque, ministre, ah non, c'était après, enfin, il a été Premier ministre, puis ministre des Armées, je ne sais plus, mais c'est Paul van den Van den Boynans, Buynant. voilà, Boynans. Et puis un autre qui est toujours vivant, qui est un célèbre baron, qu'on appelle le baron noir. On ne va pas peut-être dire son nom pour s'éviter des procès. Mais, et puis autour, différentes personnalités, un bourgmestre dont le nom commence par L, son frère, un certain nombre de gens, et donc qui étaient visiblement amateurs je dirais, comment on pourrait dire, de pédocriminalité, mais à un niveau de sadisme intolérable, où il est question de chasse d'enfants, de mort d'enfants, bon. Donc lui, il était chargé, Marc Dutroux, de rapter les petites pour le compte de Nioul, qui allait les transmettre et de les garder, d'où les caches, et notamment celle de Marcinelle, pour garder les enfants au chaud, de façon à, le moment venu, quand l'autre l'appelle, quand Nioul l'appelle, bah, emmener les enfants là où un destin funeste les attend. Mhm. D'où l'histoire de la champignonnière, d'où les, la fin mystérieuse de Sabine et Laetitia. Si on prend par exemple Julie et Mélissa, dans sa réponse à mes questions, il me raconte une version où il est libéré de prison, il arrive à la cache, les petites n'ont pas été nourries, évidemment, puisque sa femme n'a pas osé revenir dans la cache, et puis la porte est cassée, et puis ci, et puis ça, et donc il les trouve semi-mortes, et enfin une est presque morte, et l'autre meurt quelques temps après, parce qu'il lui donne du jus d'orange, enfin, c'est presque la collection Harlequin, ce qu'il me raconte. Je pense qu'elles ont été livrées justement pour une de ces cérémonies. Après, Dutroux, il ne raconte que, évidemment, que ce qui peut l'arranger. Mhm. Mais il donne une base de vrai, ce qui est, alors il me donne le nom, lui il a une grosse dent contre notamment tout le personnel juridique, donc des juges, des magistrats différents, etc. Par contre, les personnes que j'ai précédemment citées, il ne les connaît pas, il ne les voit pas. Reste que ces gens-là, là ça devient, et d'ailleurs je vais faire quelque chose là-dessus, parce qu'il y a un film à faire en vrai. Quand tu regardes bien, ces gens-là,
ils ont tous un rapport avec ce qu'on appelait le stay behind. Donc, pour rappeler aux gens le stay behind, après la guerre, les Américains installent l'OTAN à Bruxelles, donc il faut lutter contre le communisme. Et donc, ce stay, c'est rester derrière pour être prêt en cas, si jamais la Belgique, l'Italie, tel ou tel pays bascule du côté obscur, C'est le réseau puisque Gladio. voilà, c'est ça. Et donc, il se livre à différentes activités, la stratégie de la terreur, ça c'est documenté hein, en Italie, avec les attentats par exemple dans la gare de Bologne, qui sont revendiqués par des groupes qui n'existent pas. En réalité, c'est eux pour maintenir une sorte d'état de pression sur certaines démocraties, afin qu'elles restent des démocraties, qu'elles ne basculent pas, etc. Bon. Et ils utilisent également ce qu'on va retrouver plus tard dans l'affaire Epstein, ou qui existe aussi du côté russe, hein, le compromat. Donc, évidemment, envoyer des petites ou des prostituées ou de jeunes garçons, suivant les goûts des gens, en direction de gens célèbres, de façon à les tenir après par les couilles, si j'ose dire, en ayant filmé ou fait des photos de bon. Donc ils sont assez bons là-dedans. C'est un peu le voilà. Et les gens que je te citais avant sont des gens qui sont très très proches de ce réseau Stay Behind. Et donc ils ont un rôle aussi évidemment dans les tueries du Brabant. C'est la même fine équipe. Les tueries du Brabant, c'est fait pour installer une forme de terreur au sein du peuple belge, comme les attentats en Italie, pour faire une stratégie de la terreur. Et cette terreur est aussi, alors il y a aussi, se greffe leur goût personnel. On ne devient pas pédophile par hasard. On a cette déviance, cette perversité. Et donc, ça fait aussi partie. Mais tu me parlais tout à l'heure, on va revenir à Fourniret, tu me parlais de Fourniret. Quand on est haut placé, on a besoin de gens pour aller chercher. C'est comme l'affaire Allègre. On a besoin de Patrice Allègre, qui est un petit gars, dealer de coke, avec une veste à franges comme Johnny Hallyday et une moto, pour ramener de la coke ou aller trouver une fugueuse de 14 ans qui traîne à la gare Matabio. Ben, Fourniret, c'est un serial killer, c'est un fou dangereux, mais parallèlement, s'il y a besoin d'amener quelqu'un quelque part, ça vaut de l'argent. Comment ils vivent, ces gens-là? C'est quoi leur revenu? Tuer des gens, ça ne rapporte rien. Donc, ils ont bien besoin de croûter. Donc, ils croûtent. Alors, pareil pour Dutroux. Dutroux, se taper des petites, aller en chercher dans des pays de l'Est, ramener des petites pour lui, mais surtout pour les revendre, c'est un business. Là, il faut être, Alexandre, il faut être très pragmatique. Il faut toujours se poser la question de se dire à qui profite le crime et qu'est-ce que ça rapporte financièrement. C'est très lié. Ce qui est Après, bon, intéressant, il y a aussi tout un aspect, je parlais de valeur et de morale, il y a tout un aspect évidemment, je dirais, métaphysique des choses, entre le bien et le mal, entre le diable et Dieu. Voilà. ce qui est intéressant, Karl, c'est qu'on peut mêler ces réseaux aussi, et tu le dis toi-même, à une forme, à la géopolitique, puisque tu parles de l'influence Ah, des mais c'est très États-Unis très après la Seconde lié. Guerre mondiale, et donc le fait, progressivement, tu t'es rendu compte de ça, mais pour beaucoup de gens, c'est tout un monde qui s'écroule quand ils découvrent ça. C'est un peu comme l'appelait Guy Debord, le spectacle. Ils se rendent compte du spectacle et ils se disent, mais non, c'est pas possible. Donc il y a aussi une forme de défense où les gens ne veulent pas croire à ça parce que c'est pas possible. C'est compréhensible, parce que c'est à la fois, bon, déjà penser à des viols d'enfants, des meurtres d'enfants, bah, tu préfères penser à autre chose, parce que évidemment, tu as ta vie, et déjà, elle n'est pas toujours très gaie, si tu veux, on n'a pas une vie. Et alors déjà, ça fait peur, et puis parallèlement, il y a le fait que si tu comprends le système que je te décris, ça veut dire qu'il y a euh, que tout s'effondre en réalité, Tout que s'effondre. tout ce qu'on nous a appris à la fois nos parents ou à l'école ou pour ceux qui sont croyants dans leur religion. Il y a beaucoup de choses qui se cassent la gueule et qu'en fait, le monde tel qu'on nous l'a présenté, ben, c'était un vaste pipeau. Et donc, à un moment, quand on le comprend, on se dit, ce message-là, cette réalité-là, il faut que le plus grand nombre la comprenne parce qu'ils seront moins à voir et compris dans d'autres domaines. Alors moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il me touche personnellement, parce que j'ai des enfants, j'ai même maintenant des petits-enfants, et que l'idée qu'on puisse
faire violer des enfants, faire du mal à des enfants, torturer des enfants et tuer des enfants, je ne peux pas le supporter. Et je pense que si des gens comme moi ne sortent pas du bois pour dire stop, ben ça continuera. Voilà Mhm. pourquoi je me suis retrouvé à faire ça, en gros, depuis 4 ans réellement. Avant, ben, j'avais une carrière normale, je dirais, de journaliste ou d'animateur ou de ce que tu veux, ou d'acteur, de chanteur. J'ai fait 10 000 trucs. Et c'était pas. Maintenant, ayant dépassé 60 ans, je me suis dit, je vais faire un truc utile, donc je fais ça. Et j'utilise ma petite notoriété à cela. Voilà. Évidemment, si je voulais gagner du pognon et revenir aux affaires, bah, je fermerais ma gueule et je signerais avec une grande chaîne, un grand retour, tu vois. Mais j'ai Mhm. pas envie d'aller vendre de la soupe aux gens. Je Ouais. ne l'ai jamais fait. Je vais pas commencer maintenant. Alors je fais mon petit journal. Alors voilà, il est là, il est à l'équilibre. On vend pas beaucoup, mais on arrive. Voilà. Je fais. Si je voulais gagner de l'argent, je te jure, je ferais pas ça. Mais Il y a que des coups à prendre. tes propos, Karl, résonnent tout à fait avec l'interview de Dieudonné que je viens de faire, qui dit ben, la plupart des stars, des gens du showbiz, même les humoristes, et beaucoup d'humoristes, savent très bien que pour rester sur les écrans, il faut fermer sa gueule. Bien Il faut sûr. fermer sa gueule et il faut fermer sa gueule pour pouvoir avoir le pognon. Mais il le dit, et il faut arrêter de la fermer, quoi. Il faut arrêter de... Ben, c'est-à-dire, il est un peu de l'ancienne école, et donc on a été tous les deux, au fond, très marqués par Coluche. Quand Tout on à a vu fait. apparaître Coluche, alors je ne sais pas si. Moi, j'ai même eu la chance de fréquenter Coluche, etc. Et c'était vraiment. Moi, j'étais très, très jeune, mais c'était un modèle. Parce que le mec pouvait tout oser, il disait des vrais trucs. Et comme il tapait sur tout le monde acceptait, puis c'était une autre époque. Et Dieudonné est tombé d'une certaine façon, lui, dans un piège. Et il s'en est pas rendu compte à ce moment-là. Tout est parti du fameux sketch là où il a des papillotes et il fait un juif C'est religieux Marc-Olivier Fogiel. chez Fogiel. Et quand tu revois la séquence, Fogiel est mort de rire. Jamel Jamais les dit morts de à rire. Dieudo, ouais, il lui dit t'es le meilleur, t'es le meilleur. Bon. Et après, ils vont évidemment tourner Kazakh parce que, et c'est normal aussi. Je veux dire, si tu te mets, si tu es juif et que tu vois ça, c'est choquant et ça peut tout à fait se comprendre. Et là, au lieu de tout de suite désamorcer le truc en disant non mais ça va, notre père, non pas qui est aux cieux, enfin il est aux cieux, notre père Coluche se permettait de faire des vannes sur les juifs ou sur les arabes ou sur les noirs, Ou j'ai le sur les droit de le Belges. faire. Et puis c'est bon, voilà. Oui, et sur les Belges, ah, ça n'arrêtait pas. C'est un peu tombé en désuétude, des histoires belges, j'en entends plus jamais. Il y avait toujours en France les histoires belges comme si vous étiez con. Alors, mais c'est parce que en fait, vous êtes quand même infiniment plus libre. Alors, je ne sais pas, au niveau gouvernemental, j'imagine que ça va être le même pataquès, c'est le même truc pourri qu'ici. Mais par contre, l'âme belge, elle est quand même très originale. Elle est Ouais, quand ouais, même beaucoup plus ouverte. Et tu le vois dans le cinéma souvent. Souvent, c'est étonnant, il y a quand même une intelligence et une drôlerie, une finesse qu'il n'y a pas chez nous. Voilà. Ça, c'était mon petit coucou aux Belges. J'adore les Belges. J'adore la Belgique en plus. Après, il y a un côté que j'aime pas du tout en Belgique, c'est ce que je n'aime pas, c'est ce côté justement qui en a fait une terre d'accueil idéale pour la pédocriminalité. C'est ce côté que tu traverses le pays en 1 heure et demie et que c'est ouvert sur toute l'Europe et que voilà, ouais, mais t'as la mer, t'as le port d'Anvers, t'as le trafic c'est international. le passage obligé et ça Et puis t'as et surtout un et melting pot politique avec des divisions internes qui profitent évidemment à la criminalité, hein, de toutes sortes. ouais, non, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est très bon, c'est un peuple charmant, voilà. Alors, récemment, hein, j'ai notamment interviewé une survivante, comme les a appelés Pierre Barnerias. J'avais une question. Est-ce que tu ne penses pas que ce qu'on appelle ce grand complot pédosataniste mondial, est-ce que ça n'occulte pas aussi, est-ce qu'il n'est pas moins important, peut-être moins répandu que ce qu'on croit, est-ce qu'il n'occulte pas une froide pédophilie, des incestes familiaux beaucoup plus classiques et fréquents? Et d'ailleurs, j'en viens à ton gros dossier du dernier L'envers des affaires, l'aide sociale à l'enfance et les placements abusifs, qui est quelque chose vraiment de dramatique. Voilà, je voudrais mettre les deux un peu Ouais, je comprends le parallèle. Non, comme on dit, les deux, mon général. Il y a effectivement, bah on en parlait à l'instant avec l'affaire du trou. Là, on est vraiment dans l'élite
pédo, satanique. Pourquoi satanique? Parce que souvent, il y a des cérémonies avec, on le voit aussi dans ce que, bah, c'est aussi dans le dernier numéro de l'Envers des Affaires, ce qui se passait au quartier latin dans les années 70-80, c'est exactement la même chose. Les mecs sont quand même, alors là, c'était gréco-romain, mais dans d'autres cas, c'est le Baphomet, Lucifer, Satan, euh, et donc ils sont habillés avec de ridicules capes bordeaux ou noires, ils ont des masques, et ça fait peur aux enfants, et eux-mêmes, ça les fait encore plus jouir. Mhm. Et il y a aussi derrière ça cette idée folle, mais purement diabolique, purement satanique, qu'en faisant ça, en violant et en tuant des enfants ou des bébés dans des cérémonies avec des invocations, ils vont devenir eux-mêmes des surhommes, ils vont faire éclater toute morale, tout ce qui les empêchait d'être véritablement eux-mêmes. Donc ça va au-delà même du vice. C'est une forme, ce serait comme l'équivalent de la communion pour les chrétiens. Ils sont en contact direct en faisant cela avec leur véritable Dieu qui est évidemment le diable. Donc, il y a ça, ça existe. Mais effectivement, il ne faut pas que ça occulte tout le reste. Et tout le reste, c'est ce que je vis malheureusement maintenant, tragiquement, puisque en fait, l'histoire, c'est que j'ai commencé par l'envers des affaires, et après, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais finalement, les télés ne diffuse jamais de documentaires, ou très rarement, il y en a un ou deux, en tout cas sur les chaînes francophones, documentaires sur la pédocriminalité. Mhm. Je me suis donc dit, il faut créer un petit espace, donc j'ai créé carl0.tv, qui est une petite plateforme où il y a tous les documentaires qui existent sur ce thème-là. Et de là, en fin de première année, on va y arriver. Non, oui, on y est arrivé déjà l'année, donc on va bientôt faire la deuxième année. Il y avait des bénéfices. Et les bénéfices, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Et je me suis dit, ben, je vais créer un collectif d'avocats de façon à ce qu'on puisse défendre nous-mêmes les enfants qui ne sont pas défendus ou qui ont des problèmes avec leurs avocats ou qui ne sont pas entendus, comme c'est le cas la plupart du temps, par les services sociaux, donc on va venir à l'ASE, ou par les juges qui suivent les conseils des services sociaux qui se trompent régulièrement. Donc maintenant, j'ai deux casquettes, si tu veux, à la fois bon, d'être une des personnes qui dit voilà, on a un problème avec la pédocriminalité, et aussi d'être engagé dans leur défense, au sens propre, les mains dans le cambouis, si j'ose dire, pour aller les aider vraiment. Donc c'est devenu une occupation à temps complet. Et il est tout à fait vrai que dans les affaires qu'on reçoit, puisque donc il suffit d'aller sur justicepourlenfance.org, qui est le nom de l'association, et de faire une demande. Et nous, on a des avocats répartis sur toute la France, et également les dom-toms, et on essaie d'intervenir dans la mesure de nos moyens. Et nous, en fait, l'intérêt, c'est que quand ils n'ont pas l'aide juridictionnelle, on peut, nous, associations, aider à payer les avocats. Alors évidemment, au tarif syndical, pas, mais ils le font aussi pour la cause, ils ne le font pas pour se faire du pognon. Bref, tout ça est, tout ça est évidemment avant tout une cause qui nous tient à cœur. Donc là, tu te rends compte que les affaires, bah, c'est énormément d'inceste, bien sûr, euh, pas mal aussi d'inceste au sens un peu plus large. Ça peut être ami des parents, ça peut être babysitter, ça peut être. Et puis des affaires aussi liées à Internet. Donc, bah, je ne vais pas énumérer, puis ça serait trop long, mais enfin, tout le monde imagine facilement. Tiens, parce que le papa qui est pédophile viole sa fille, mais comme il a un bon portable, il filme le truc, et après il le monnaie sur le dark. Et, bon. Et puis, il y a aussi et ça me conforte parce qu'on me dit oui, tu vois des réseaux partout. Je dis non, je vois pas des réseaux partout. Je vois des réseaux quand il y en a. Quand il y en a pas, il y en a pas. Et quand il y en a, il y en a. Dutroux, c'était un réseau. Fourniret, c'était pas un réseau, mais il pouvait aider les réseaux. Le Landais, pareil, le Landais, bon, c'est pas du tout un pédophile. On nous a dit oui, mais non, c'est un serial killer homosexuel et il aime les garçons formés ou les jeunes hommes ou même les vieux hommes. Et il a rapté une petite fille. Et pour quelle raison rapte-t-il une petite fille dont il ne fait rien d'ailleurs, puisque il va s'avérer que très rapidement elle meurt. En fait, c'est évidemment une commande. Il lui met, bon, elle se met en colère, elle se met à crier dans la voiture, il lui met une claque. Bon, c'est un maître chien, il met une grosse claque et puis voilà, et elle meurt et après il l'enterre. Mais c'était pas pour lui. Oui, mais le Landais, il avait même filmé ses petites nièces, c'était un pédophile.
Mais les films en question des petites nièces, c'était de nuit, il allait soulever le drap et la petite chemise de nuit pour filmer les fesses. C'est pas de la pédocriminalité, c'est une connerie. Peut-être il voulait le revendre. Et par contre, la commande, si tu veux, il y a les limites aussi. C'est qu'après, on rentre dans un univers qui est vraiment, vraiment compliqué, où il y a aussi le grand banditisme, les mafias, Ouais, dangereux. la drogue. À un moment, si tu veux, j'ai qu'une vie. Alors on me dit oui, oui, mais j'entends aussi des trucs débiles, genre, il dit pas tout ce qu'il sait. Bah, heureusement que je dis pas tout ce que je sais. Ça va, quoi, j'ai une vie. J'ai pas Mmh. envie de, tu vois. Bah, écoute, les parents de Julie Mélissa à l'époque, et ça c'est des sources sûres, avaient dit, «On arrête, on va pas plus loin». Ils ont eu des menaces eux-mêmes, hein, et on leur a dit: «Pourquoi?» «Ben, on a encore un fils». Hein, ils ont chacun encore un enfant, donc c'est clair que, il y a des menaces et des choses qu'on peut pas dire, mais c'est aussi ce qui fait, le point faible des enquêtes dans ce domaine-là, puisque certains disent: «Mais voilà, c'est facile de dire, mais on n'a pas la preuve pour le Hollandais qui avait une commande», Non, mais on n'aura jamais. On n'aura jamais la preuve. Parce que tout est fait pour qu'on ne l'ait pas, et surtout le fait que les médias ne fassent pas leur boulot, ne soient pas curieux, n'enquêtent pas réellement, ne cherchent pas, ne grattent pas. Quand on dit mais pourquoi la gendarmerie avec toutes les pièces de l'affaire Lelandais a brûlé, ah bah c'est un hasard. Mais non, il n'y a pas de hasard. Il faut arrêter avec le hasard, les coïncidences et autres conneries. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a une raison pour que ça se passe. Rien ne tombe du ciel. Si, parfois la foudre, mais c'est tout. Pourvu qu'elle tombe sur ces enculés. Alors Alex Jordanov, qui est un ami à toi, ancien du Vrai Journal, qui est journaliste aussi dans l'envers des affaires, a fait ce reportage, cet article sur l'aide sociale à l'enfance. Il le découvre, je pense. Il connaissait pas À bien le. lui, ah, non, non, non. Lui, en fait, il rencontre une famille chinoise Ouais, c'est incroyable ça, et hein. qui Cette lui famille raconte chinoise. une histoire. Et lui, Jordanov, c'est la pédocriminalité ou les affaires de placement abusif, c'est pas du tout son univers. Lui, c'est plus un grand reporter. C'est un mec qui a vécu pendant 20 ans aux États-Unis quand il avait à partir de 17 ans et qui est copain avec tous les rappeurs. C'est pour ça que là, c'est P. Diddy. Il avait fait P. Diddy dans le numéro d'avant parce qu'il est pote vraiment avec tous ces mecs-là, Ice Cube, Ice-T, machin, tout ça. Euh, et son univers est plus là. Puis au vrai journal, on a fait les 400 coups ensemble. On a acheté des têtes nucléaires en Bulgarie, enfin des coups. Il a été pris en otage en Irak. Mais c'est un journaliste. Enfin, il n'est pas journaliste en plus, c'est ça qui est génial. Et c'est dans cela qu'il est journaliste parce qu'il Ouais, c'est ça. il est justement curieux. Il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. On ne peut pas lui raconter trop de conneries. Bon. Et donc, il est pour ça. Et là, il tombe sur cette histoire-là. Il tombe en même temps de sa chaise. Il ne savait pas que ça existait. Ah, j'ai dit, mais appelle Michel Hamas. Et Michel Hamas, c'est l'avocat de Marseille qui traite un nombre de dossiers comme ça par an de l'ordre de 2200 ou 2500 et qui a écrit un bouquin qui est formidable où il raconte, c'est une espèce de road movie où il passe de ville en ville et à chaque fois c'est un drame différent et à chaque fois c'est à hurler avec des suicides d'enfants qui ont été placés abusivement avec bon et là il prend conscience donc il raconte son histoire mais je laisse les gens découvrir l'histoire des Mhm. Chinois et après on en vient à d'autres aspects des choses avec un monsieur qui dirige le CEDIF qui s'appelle Xavier Collet et qui lui consacre sa vie uniquement au placement abusif depuis une vingtaine d'années est quand même formidable et beaucoup plus crédible que ceux qu'on nous présente en France comme étant les vrais défenseurs des enfants vis-à-vis de l'ASE et qui en fait ont plus ou moins partie liée avec l'ASE ou certaines assos qui touchent les dividendes Ouais, c'est de aussi ce petit follow the money. trafic. Bah, c'est 10 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup C'est d'argent. énorme. Pour que les gens comprennent bien le système, chaque enfant placé va rapporter entre 200 et 1000 euros par mois à l'assaut qu'il a placé. Donc c'est aussi un business. Mhm. Et puis on va placer un enfant et puis on va dire ah, il est excité, alors on va lui donner un médicament. Alors le médicament va le maintenir en fait. Il va rester dans le système ASE, et donc placé en foyer ou en famille d'accueil, puisqu'il est juste défoncé et il n'en sort jamais. Il ne voit plus ses parents, il a une autre vie. 30% Euh, deviennent SDF, tu dis, hein, dans euh, 30% qui sortent de l'ASE.
Ah, Ouais, 30%, on les lâche à 18 ans, ben, ils terminent, oui, SDF. Et ce que dit Michel Hamas, et je pense qu'il a raison, 80% des enfants placés n'ont pas à être placés. Ils sont placés sur, parce que, comme le gouvernement dit, il faut placer de plus en plus d'enfants, c'est pas tolérable. Et alors ça part d'une bonne intention. Des enfants violés, évidemment qu'il faut les placer, il faut les sortir d'un enfer. Mais les ASE et donc les services sociaux, les sociaux comme on dit, sont pas formés. Ils sont formés en 18 mois au cul du camion et ils connaissent rien à éducateur l'enfance. spécialisé, ouais. Et donc, ils se retrouvent à devoir juger, à faire un rapport sur une situation donnée suite à une dénonciation qui peut être une dénonciation qui viendrait de la boulangère ou de l'institutrice, qui n'est pas. Il n'y a rien, mais on va quand même sortir l'enfant de son giron familial, même si le giron familial n'est pas top, même si l'appart n'est pas rangé, même si les parents ont tendance à fumer un peu trop de joint, bah on pourrait penser aux grands-parents, par exemple. Ben non, jamais. Jamais on fait appel aux grands-parents. On va aller chercher une famille d'accueil, on se retrouve avec des situations comme on vient de juger à Châteauroux avec l'ASE du Nord, donc c'est pas loin de chez vous, où les mecs étaient placés dans des familles où non seulement les gars les faisaient travailler, ils auraient dû aller à l'école, ils les faisaient bosser, ils les tapaient, ils les torturaient et ils violaient les petites. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Et ça, c'était avec la bénédiction de. Et quand on dit au mec, au principal incriminé dans l'histoire, qui est déjà d'ailleurs en prison pour le viol de sa propre fille, et il a déjà pris je ne sais pas combien, 20 ans, quand on lui dit, il dit, mais non, mais les gars de la ZE du Nord, donc les responsables départementaux, venaient ripailler chez moi, on était copains, donc ça laisse, on n'ose pas imaginer. Où est-on? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Il faudrait réagir, il faudrait prendre le truc à bras le corps. Or, on ne le prend pas à bras le corps, parce qu'au fond, les gens ne sont pas sérieux. C'est ça le drame. Les gens qui sont responsables de ça ne sont pas des gens sérieux. Et le sérieux est une valeur qui a disparu. Mhm. Euh, et je ne suis pas un modèle de sérieux. J'ai passé ma vie à faire le con à Canal+. Mais Non, alors non, c'est puis peut-être l'âge venant, mais enfin, sérieusement, quoi. Il s'agit d'enfants. Il s'agit d'enfants. ouais, c'est l'incompétence généralisée, quoi. C'est tout un Tout système, mais c'est court. partout on retrouve ça partout. Est-ce que aussi c'est pas, Karl, une marque occidentale d'une nouvelle intrusion dans la vie privée, où les gens, il faut que l'État s'occupe de tout, les gouvernements. On parlait de l'Evras en off, c'est aussi ça. On va vous dire comment éduquer sexuellement vos enfants. On va vous dire, et tu expliques d'ailleurs dans le dossier que ça part un peu de la Suède et de l'interdiction de la claque, de la fessée. On est un peu, je veux dire, ils veulent faire bien, mais ils font parfois pire, quoi, parce que Ça remonte. En fait, ce qu'on découvre, c'est que ça remonte même à plus loin. Ça remonte à la fin des années 70 aux États-Unis, où une espèce ouais. d'hystérique psychiatre décrète qu'il faut que tous les enfants soient placés, carrément, tous. Et s'ensuit quand même, cette bonne femme va se retrouver dans l'administration Clinton en charge des enfants, et cette bonne femme va arriver à la loi Clinton, qui est une loi où effectivement on va permettre non seulement de placer un max d'enfants, mais de les faire adopter. La panacée universelle. Heureusement, moi je suis pas Trumpiste, hein, je m'en fous en fait, mais il me fait marrer. On en arrive à un truc où on touche évidemment à chaque fois qu'on adopte, et donc tout le monde se met à adopter. Et heureusement, il y a eu une autre loi, donc Trump, au nom de la famille et tout, qui a rétabli. Mais on est un petit peu la musique de fond. Mhm. La musique de fond, c'est ça. Et là, il faut être très très vigilant. Il faut que les citoyens, le français, belge, soient vigilants. Parce qu'on sent quand même que l'espèce de frénésie pro-pédophile de la fin des années 70, très sournoisement, elle est en train de revenir d'une façon plus officielle, via l'OMS, via l'ONU, via des affreux qui sont à l'intérieur de ces superstructures et qui forcément donnent un peu le ton, donnent le là à l'Europe. Et alors on se retrouve avec des programmes scolaires aberrants. J'ai diffusé, par exemple, d'ailleurs, j'ai eu un blâme sur YouTube, donc je peux plus. Je vais bientôt gicler de YouTube parce que c'était le deuxième et au troisième, je pars en retraite On définitive. connaît.
Euh, j'ai diffusé un truc hollandais, donc c'est pas loin de chez vous, donc qui émane d'une espèce de structure un peu genre Institut Tavistock, mais néerlandais. Euh, et là, c'était des maîtresses qui faisaient un cours d'éducation sexuelle à des petits-enfants. Je l'ai trouvé sur leur site. Hein. Euh, et c'était, alors j'ai juste traduit, mais c'était proprement horrible. Ah, il y avait un pauvre petit gosse de 4 ans 4 et ans. la bonne femme, un petit garçon de 4 ans, c'est-à-dire haut comme 2 pommes à genoux. Et la maîtresse lui apprenait à se masturber. Et lui, il comprenait même pas de quoi on parlait. Après, c'était une petite de 7 ans, on parlait du clitoris. Et tout ça avec une espèce de Mmh. ton, genre sympa, machin, et au fond, horriblement malsain. Mmh. Pourquoi on ne laisse pas aux enfants leur Découvrir seul. enfance? Leur enfance, c'est beau l'enfance. C'est un moment merveilleux où on n'est pas censé être sexualisé, avoir... mais tout concourt à ça aujourd'hui. Même, bon, les réseaux sociaux, évidemment. La petite, dès qu'elle a 10 ans, elle se maquille, elle fait des déhanchés suggestifs devant son propre écran qu'elle envoie à Sur ses TikTok, amis. ouais. Après, évidemment, les pédos s'en mêlent, ils regardent ça, ils sont trop contents, ils essayent de rentrer en contact. Enfin, bon, Ouais, mais il y a un lien avec cette, autodétermination de l'enfant, hein, on est en train de casser les familles aussi. bien C'est un sûr, lien avec les placements abusifs parce que maintenant bien sûr. il y a des gosses, notamment aux États-Unis, même en Europe, qui portent plainte contre leurs parents parce que leurs parents, mais je pense que ça vient d'arriver en France d'ailleurs, leurs parents ont refusé, la transition de genre, et les opérations qui vont avec et donc les enfants portent plainte et sont, voilà, en fin de compte, on est dans la société tes parents ne te plaisent plus, tu n'as qu'à en changer. C'est vraiment tout un mouvement de fond, hein, Oui, en fait, c'est faire exploser la cellule familiale, bien entendu. C'est-à-dire peut-être le dernier truc auquel on pouvait se raccrocher. Ils ont fait exploser la foi, les différents cultes. Les seuls qui tirent leur épingle du jeu à peu près, ce sont les musulmans, parce qu'ils sont encore très soudés et qu'ils y croient réellement. mmh. Mais les populations catholiques, protestantes et même juives n'y croient plus tellement. On est plus dans l'ordre de la tradition et en tout cas, ça n'est plus un ciment. Alors après, je ne cherche pas à défendre, tu vois, parce que les catholiques notamment se sont illustrés d'une façon mais lamentable par rapport aux enfants. Mais après, ça, c'est encore un autre débat, parce que c'est tout le débat autour de l'abbé Pierre, c'est-à-dire que pourquoi avoir décrété que les prêtres ne devaient pas être mariés ou même ne devaient pas avoir de relations sexuelles, même avec des hommes s'ils étaient pédés, tu vois, il n'y a pas C'est moins ouais, ouais, ça d'hommes. C'est, c'est générer l'abus en lui-même, quoi. mais bien Faire ça. entendu. Donc il y a quelque chose d'horriblement malsain dès le départ et dont ils n'arrivent pas à se défaire aujourd'hui, alors que leurs églises sont vides. Alors, est-ce que tu Euh, trouves tu parles de l'abbé Pierre, justement, est-ce que tu trouves pas ce bashing, je veux dire, alors qu'il est mort depuis longtemps, a quelque chose de dégueulasse, et vise en Moi, je suis extrêmement emmerdé parce que j'ai à la fois une admiration, je l'avais interviewé, j'ai une admiration sans borne pour un homme qui s'est comporté sur cette terre. En tout cas, si on prend le message de Jésus, qui est aimez-vous les uns les autres et puis aidez les pauvres. Les pauvres, ça revient tout le temps dans les évangiles. Alors, il a donné sa vie pour ça quand même, il l'a fait. Il n'a pas fait semblant. Après, il est clair qu'il a été un peu comment on va dire, poliment, un peu porté sur la chose, un peu, ouais, mais et qu'il aurait fallu justement à l'époque, il n'y ait pas cette chasteté obligatoire des prêtres et qu'ils puissent donner libre cours à ses pulsions s'il en avait. Tu sais, chez les hommes, il y a de tout et il y a des gens, voilà, et on dit, ils ont la bite à la main, bah, ils ont la bite à la main, ça ne les empêche pas à côté de pouvoir être des saints. Il est là mmh. le problème. Sauf que dans ce cas-là, ah non, jetons le manteau de Noé, il a qu'à se branler dans son coin, machin, enfin c'est lamentable. Mmh mh. Mmh. On est en 2024 et même à l'époque. Alors, on découvre des trucs horribles. Après, moi, j'ai envisagé, j'envisage une contre-enquête quand même pour rencontrer les Ouais, 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 victimes ouais. et pour essayer de comprendre.
si ça n'a pas été un peu exagéré, mais j'ai vu certains témoignages, notamment Mediapart a diffusé l'interview d'une des victimes, et c'est quand même assez effrayant. Et, tu as le sentiment qu'il a utilisé une pauvre femme. Et c'est même pas, en plus, si tu veux, comme il avait honte parce qu'il était profondément croyant et qui sentait, parce qu'on a aussi mis l'idée de péché, comme si la sexualité était forcément un péché, je veux dire, en Mhm. dehors du mariage et pour procréer. Donc, lui-même ayant honte, il n'allait pas vraiment au bout. Donc, il essayait d'attraper des filles. Enfin, bon, c'est très dérangeant. Donc, je ne sais pas si on peut Ouais, mais l'excuser. Je pense qu'il y a des trucs qu'il a dû faire qui sont inexcusables. Voilà. Mais en même temps, est-ce que de là à déboulonner, il y avait des statues, ils ont déboulonné les ouais, statues c'est et ça. retiré les plaques, et même la fondation Abbé Pierre ne veut plus Abbé Pierre, ça sera la fondation Pierre ou la fondation Paul. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que les gens soient moins, enfin, comment dire, c'est Dans surtout à l'église l'affect. en fait. Non, mais Mais c'est à l'église de faire ce travail-là en vrai, c'est pas à la fondation Emmaüs. Bon, eux, bah, voilà. Et après, bon, effectivement, ils confient l'enquête à une super féministe, donc évidemment, elle va charger la mule. C'est normal, on n'en attend pas moins d'elle. Mais bon, tout ça, c'est pas très équilibré en réalité, voilà. C'est pas, Mais il y a- est-ce que Karl, ça fait pas aussi un peu partie, c'est pas du tout pour disculper l'abbé Pierre, mais de la cancel culture? Est-ce qu'on veut pas en même temps effacer l'homme, son combat, qui était quand même un chrétien radical, engagé, comme par hasard, ça tombe sur lui? Tous ces gens qui, je veux dire, je pense aussi aux auteurs du livre sur Transmania. Tu as peut-être lu ça, je voudrais les interviewer, qui ont fait un travail énorme de recherche sur le phénomène trans et à quel point c'est lié au système, au monde capitaliste, qui sont menacés de mort maintenant, qui peuvent plus de sortir de chez elles, c'est incroyable ce qui se passe. Et à côté de ça, les affaires normales se passent et tout ce que tu dénonces, on n'en parle jamais. Tu, tu vois ce que je veux dire? On dirait un peu que on va vous mettre un scandale, comme ça occulte les autres qui sont peut-être bien plus graves, qui bien sont bien sûr. plus graves. Bien entendu. C'est-à-dire que on vient littéralement de tuer une deuxième fois l'abbé Pierre, et pendant ce temps-là, on n'a toujours pas le début du quart d'une explication sur Epstein ou sur son ami en France qui s'est également suicidé, Brunel. On commence à découvrir ce qui se passe à Hollywood au travers de l'affaire P. Diddy. Euh, et combien d'hommes célèbres, des politiques Mhm. ou des artistes en France, en Belgique, sont passés au travers des mailles du filet, sont aujourd'hui morts et célébrés. Alors c'est là aussi intéressant aussi de revenir à l'affaire du quartier latin, parce que l'affaire du quartier latin, maintenant, on a le sentiment que ceux qui dirigeaient, en tout cas l'intelligentsia de la France depuis l'après-guerre, participaient à des petites cérémonies pédophiles, pédocriminelles. Et donc, effectivement, on va mettre en avant l'abbé Pierre et on ne va pas parler du reste. Mhm. Mais ça retirerait en fait que je suis profondément emmerdé avec cette histoire de l'abbé Pierre. J'ai pas envie qu'il ait fait ça. Voilà. Mais il a dû le faire un peu. Il Mhm. a dû déconner. Voilà. Après, il y a des trucs. C'est too much. Dans les plaintes, j'ai regardé les plaintes. Il y a une Ouais. infirmière, il a 94 ans, et elle dit il m'a attrapé les seins. Ben, peut-être qu'il a glissé, tu vois, et qu'il a fait comme ça. Il ne faut pas déconner non plus. À 94 ans, c'est pas pervers pépère, quoi. Ouais, c'est justement l'affaire P. Diddy, parlons-en un peu, parce que ça, c'est vraiment, c'est du lourd. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu l'Epstein du showbiz, de la Alors, musique je dis, américaine, et c'est pas, non, c'est pas l'Epstein, c'est le Weinstein. Alors, Weinstein, rappelle-toi, c'était le Weinstein, ouais, producteur. Voilà, c'était le Weinstein, producteur de cinéma ouais. et qui donc faisait passer à la casserole tout ce qui, de près ou de loin, portait culotte et il voulait faire du cinéma, quel que soit son âge.
Mais chez il est Weinstein, ça tombé. semblait moins système comme ça. On a quand Ah même. oui, parce que Weinstein n'organisait pas des freak-off passé minuit où, tu vois, on dit la police va arriver dégager les enfants, ou on achète chez Costco 1000 bouteilles d'huile pour bébé, Une bouteille d'huile ou, pour bébé, ouais. Des codes. dès que tu veux réussir, tu passes par. Parce que, bon, effectivement, c'est un gros producteur de rap, donc tous les jeunes et Bieber et les machins sont passés à la casserole, Ils sont tous passés à la plus casserole. ben oui, et toutes les stars, Usher, mais ils le disent. Et puis toutes les stars, alors y compris de cinéma, pas que la. DiCaprio. Oui, ben, ils venaient dans les soirées, et ça y allait, et voilà. Et lui filmait certainement. Qu'est-ce qu'il en faisait, j'en sais rien. Je pense pas que. Epstein, c'est différent, parce qu'Epstein travaillait vraiment pour les services. Donc, Mhm. les cassettes étaient envoyées directement au FBI, au Mossad, tu vois, il avait la main. Là, P. Diddy, je pense pas. Je pense que P. Diddy, c'est un psychopathe du sexe, puisque enfin, il est capable de rentrer. Jordanov, dont on parlait, me racontait que son dernier producteur en date, qui a fini par témoigner contre lui, mais qui a produit le dernier album de P. Diddy, et qui ne le connaissait pas avant, parce que c'est juste, il l'a pris parce que c'est un bon producteur, hein, donc après, il a vécu 1 an et demi avec lui, et ils allaient virer en Hummer, à 4 Hummer, avec que des blacks, tac, acheter entièrement des sex shops, tous les objets achetés, et on les met dans la Hummer, on rentre à la maison et on s'en sert avec l'huile de bébé. On est dans un autre monde. Mais en même temps, on avait eu beaucoup il y a plusieurs documentaires très très bien. Je vais faire un peu de pub pour ma chaîne qu'on peut voir sur Carl Zero TV, qui concerne la pédocriminalité à Hollywood précisément, et sur le fait que tout ce qui est enfant qui va devenir star ou qui devient star, là encore, est pris dans un système où les gens qui vont l'amener, que ce soit les agents et ensuite les producteurs et les réalisateurs, sont pédophiles. Et donc, on savait que ça existait. Ce qu'on ignorait, c'était côté finalement plus musique, parce que normalement, on n'imagine pas ça de gangsta rappeurs ou de racailles. On les imagine pas Évidemment. pédos, Non, non. on les imagine, bon, machistes, Gros macho. patriarcaux, voilà, mais pas, voilà. Et Non, en mais vrai, quelle puissance il a aussi, puisque il a beaucoup tu, d'argent et tu, beaucoup de tu cites relations. aussi Eminem qui fait une chanson où il insinue les pratiques de Puff Daddy. Et donc, ça veut dire que les types, ils ont peur, quoi. Il a instauré un climat de peur, et il avait le pognon pour faire tuer des gars. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, est-ce qu'il a joué un rôle dans la mort de Tupac? On ne sait pas, c'est possible. Il est évident que quand on est à ce niveau-là, tuer, c'est pas un problème, ou faire tuer n'est pas un Faire tuer. problème. Après, on va en découvrir de plus en plus, et puis c'est intéressant là aussi parce que il y a l'élection américaine et qu'il semble qu'il y ait aussi un petit rôle de Kamala Harris dans Mhm. qui était Elle proche y de aurait, elle y P. aurait été. Diddy. Voilà. Et est-ce que Mais c'est tu, pas tu aussi. disais Eminem, le dénonçait, mais il y a trace aussi de Eminem dans les soirées. Donc, Est-ce que est-ce que c'est pas ça aussi, et ça c'est très, très important, est-ce que c'est pas ce climat, ce climat de pognon, de sexe d'orgie qui produit la merde artistique actuelle aussi? Tu vois ce que je veux dire? On en parlait aussi avec Diodo, c'est que plus rien de ce qui sort aujourd'hui, il y a quasiment plus rien de bon, que ça soit dans l'industrie cinématographique, dans le rap. Je veux dire, j'ai parfois l'occasion d'entendre du rap français que les gosses de 15 ans écoutent aujourd'hui. C'est une véritable, la plupart du temps, en tout cas ceux qu'on entend, hein, oui, sur mais les. alors là, Alexandre, tu vas passer pour un vieux con parce que quand tu avais 15 ans, si tu avais 15 ans aujourd'hui, tu écouterais ça. Et ce qui était Ouais, produit bon, à ton ok, non, non, époque je ou à la comprends qu'il mienne, l'écoute. Karl, ça, comprendre qu'il l'écoute. Mais bon, à l'époque, il y avait quand même du IAM, des trucs, même du NTM, des trucs. On peut passer pour un vieux con, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de. ah, Le- alors ta question, c'est est-ce que le fait que ces mecs-là soient un peu nos limites, évoluent dans un monde de pognon et de sexe permanent, fait qu'ils ne produisent que de la merde? Euh, ça je aussi, crois ouais. pas. Moi, je ne vois pas de lien de cause à effet.
Euh, Après, des talents, il y en aura toujours. Et ils ne passeront pas forcément par une production P. Diddy ou une production, tu vois, des gens qui ont du talent et ils arrivent, ils ont beau avoir, je sais pas, 20 ans, s'ils ont du talent, c'est voilà, c'est l'évidence. Après, il y a peut-être un peu moins de talent en ce moment, mais Mais, je suis pas très mais- calé. Moi, tu sais, j'écoute des chansons napolitaines des années mais 50 encore toutes. je veux dire, ils devront peut-être être hors système, quoi. Parce que Bah, c'est-à-dire, oui, s'ils passent par les fourches codines du système, ils risquent de prendre cher, comme on dit. ouais, évidemment. Bon, dans le dernier Envers des affaires, il y a aussi cette affaire de Tiphaine Veron disparue au Japon. Ça aussi, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, toutes les disparitions. Euh, Oui, là, ça n'a rien à voir avec la pédocriminalité, Rien à voir, puisqu'elle non, non, a. mais Non, non. tu ne traites pas que ça. C'est pour montrer aussi que dans l'envers des affaires, Oh, il y a bah, pas que, à ce il y a pas compte-là, il que y la a Alain Delon. Hein. pédocriminalité. Il y a aussi des Il y a, affaires, des il y enquêtes a plus Il y a classiques. Alain Delon, sa vie, son œuvre et nos relations au cours des années passées dans l'envers des affaires. Et ça n'a strictement rien à voir non plus, parce que contrairement à ce que certains ont pu dire, il n'était pas pédophile, mais alors pas du tout, Alain Delon. Donc, non, c'est très varié, c'est un magazine varié. C'est vrai que l'axe premier et le plus important, c'est le combat contre le fléau pédocriminel, mais aussi, je parle d'autres trucs. On parle même des ovnis, tu vois. Donc, je vais te dire, c'est très ouvert. Écoute, j'avais interviewé à l'époque le directeur d'un observatoire. Je ne vais pas citer ceux qui nous suivent le savent, mais et qui à la fin, à la fin de l'interview, donc un grand scientifique, me disait qu'il était passionné par les ovnis. C'est aussi quelque chose, quand tu dis ça en général, on te prend pour Mais là, si tu veux, un. ce qui est intéressant, c'est que tu as à la fois as un gars comme Alain Juillet, qui est l'ancien directeur du renseignement à la DGSE, c'est pas un rigolo, et après, tu as, un militaire, et les deux te disent, franchement, il y a un truc. Moi, j'y crois pas, par exemple. Je suis pas raélien, hein, tu vois, je ne crois pas aux Elohim, mais si eux te disent il y a un truc, bah, c'est qu'il doit y avoir un truc. C'est un truc qu'ils ne peuvent pas expliquer. On sait très bien qu'il y a des tas d'armes secrètes, ils font des tests, ils savent faire des trucs qu'ils disent pas. Ça, j'en suis persuadé, bien sûr. Et c'est purement humain. Mais ils disent non, il y a quelque chose d'autre. Or, eux, ils sont dans le renseignement et dans le renseignement militaire. Donc, ils savent ce que les Russes, les Chinois et les Américains préparent comme nouvelle arme. Et donc, il ne faut pas mélanger les deux. Voilà. Ils disent il y a un autre truc. Bah, de manière générale, c'est s'intéresser au-delà du décor, hein, c'est ça, l'envers, L'envers des affaires, c'est raconter qu'est-ce qu'il y a derrière. c'est la curiosité. Voilà, Oui, donc j'invite tous ceux qui nous suivent à découvrir l'envers des affaires, qui est vendu en Belgique, en kiosque, hein. oui, 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 oui. Alors, je ne dirais pas qu'il y en a des milliards de distribués, hein. C'est un petit magazine, mais on le trouve, et puis il est en digital aussi sur l'enversdesaffaires.fr. Merci Karl. Merci Alexandre, c'était un On, plaisir. on pourrait envisager à chaque sortie numéro de parler des dossiers, des articles en cours et faire une Ouais, puis collaboration. je voudrais venir plus souvent. On m'a proposé, j'ai pas encore fait. Souvent, on me propose des conférences. J'ai plein de copains qui font des conférences comme ça, Idriss Aberkan, Fouché, tu vois. Et je ne l'ai jamais fait. Mais je vais me décider à le faire On et je peut- viendrai en Belgique. Parce ça, que j'aime bien. ça serait une très bonne chose. On t'attend, Merci si tu les veux pas loin en amis. plus. Merci Karl et à très bientôt. Et merci Alexandre pour m'avoir autorisé à diffuser l'excellente interview de Maître Magnier, Oui, ex-avocat de Dutroux, sur ma chaîne que je vais mettre en ligne maintenant, c'est bien de concomitamment au rappeler. fait que tu. Voilà, non, comme ça on va se renvoyer l'ascenseur. C'est bien de le rappeler, c'était une interview. Je réécoute rarement les interviews, je l'ai réécouté, je l'ai trouvé très, très émouvant. Et c'est très Et intéressant, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Peut-être j'ajouterai un commentaire, on verra. merci, merci de la diffuser, Karl. Merci à toi.